Alors, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir parler de mon sujet de recherche et de sortir des cercles académiques, on va dire, métropolitains qui sont peu ouverts aux questions coloniales et des Outre-mer. Donc, je suis contente de pouvoir discuter de mon sujet devant des spécialistes de la Guadeloupe. Alors, ma thèse, en fait, ne porte pas uniquement sur la Guadeloupe, puisque je travaille sur un terrain qui est plus large, qui est celui des Antilles françaises et de la Guyane, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Je vais peut-être expliciter un peu le cadre théorique de mes travaux, et puis ensuite rentrer dans les détails et vous montrer des documents, etc. Donc ma thèse, en fait, vise à analyser les recensements qui sont produits dans l'Empire colonial français entre 1763 et 1804, 1763 étant la date de la fin de la guerre de 7 ans et 1804 la date de l'indépendance d'Haïti. Le but de ma thèse, c'est d'éclairer les conditions de production, les usages et les effets des recensements dans les sociétés esclavagistes des îles. Et à travers le prisme de ces recensements, j'essaye de repenser et de questionner les rapports qui existent entre État, société esclavagiste et empire colonial durant la période moderne. Un constat, c'est que alors qu'une historiographie conséquente s'est développée durant la dernière décennie, on va dire, sur les pratiques de dénombrement et de catégorisation des populations des empires coloniaux, des débuts de la colonisation aux Amériques aux indépendances et au processus de décolonisation au XXe siècle, les recensements coloniaux d'anciens régimes français n'ont suscité aucune étude approfondie, à l'exception de 2 articles, l'un de Christian Schnackenburg qui date de 1977 et l'autre de Guy Stellé, plus récent, qui date de 1998. Paradoxalement, ces documents archivistiques, donc les recensements, les tableaux de recensement, sont utilisés très fréquemment pour en tirer des données démographiques, économiques et sociales, et ils fournissent une matière première et des éléments empiriques aux historiens, sans pour autant que personne ne se soit encore attaché à en faire l'histoire comme un véritable objet historique et à comprendre comment les chiffres étaient fabriqués. Alors, la méconnaissance de l'objet sur lequel je travaille s'explique par le déploiement particulier de l'historiographie en France, notamment dans le champ des études coloniales, puisque depuis la seconde moitié du XXe siècle, les historiens se sont attelés à analyser les modalités des expansions européennes et leurs effets économiques et sociaux tant en Europe que dans les territoires colonisés. Et la production historienne sur la Caraïbe à la période moderne est volumineuse et dépeint les explorations, les appropriations et colonisations des différentes îles par les acteurs européens, qu'ils soient ibériques, britanniques, français ou encore hollandais. Pour la seconde moitié du XVIIIe siècle, ces historiographies se sont largement concentrées sur l'avènement et le fonctionnement de la traite et de l'esclavage au sein de la plantation sucrière, tout en intégrant à leurs analyses les voies et les parcours d'acteurs colonisés extra-européens, qu'ils soient esclaves ou libres de couleur. La Caraïbe est ainsi pensée par l'historiographie comme un espace d'intense rivalité économique et commerciale, servi par l'institution esclavagiste entre l'Empire britannique et français, dans une période définie comme celle des révolutions atlantiques. Ces décennies sont décrites comme celles qui virent ultimement l'Empire britannique triompher, tandis que l'expansion et l'influence ultramarine française fut stoppée du fait de la révolution tant métropolitaine que domingoise, puis de l'indépendance haïtienne. Donc en fait, du point de vue de l'historiographie, je travaille sur le début de la fin et comment tout s'arrête. Alors, si la région caribéenne apparaît comme le centre névralgique des rivalités économiques et coloniales, cette historiographie demeure fortement cloisonnée entre les différentes îles. À la différence du cas britannique, une véritable histoire politique et administrative des territoires de la Caraïbe française reste donc à écrire. De fait, si l'historiographie récente témoigne d'un véritable regain d'intérêt pour les questions coloniales, les études en France portant sur la période moderne restent peu nombreuses comparativement à celles menées sur l'Empire britannique, et les historiens français, à la différence de leurs collègues anglophones, ne mobilisent que rarement le concept d'empire pour penser la relation qui unissait les territoires colonisés, outre-mer, avec le royaume. Ce constat est d'autant plus surprenant que l'Empire français se distingue pourtant des autres puissances impériales de l'époque par l'existence d'une unique institution, la marine, qui était en charge des navires, marins, arsenaux et ports de commerce, mais également des colonies et des comptoirs.
Il reste que l'on connaît encore très mal la genèse et le fonctionnement de cette administration, qui est fortement centralisée. Et l'historiographie de l'État royal écrite en métropole se focalise principalement sur le royaume et dissocie systématiquement, ou presque, le monde colonial dans ses analyses. Ma thèse donc cherche à contribuer à la réflexion en cours sur la construction des formations impériales dans le sillage de ce que les Britanniques ont appelé la New Imperial History, et aussi contribuer à une histoire mondiale des empires qui ne va pas toujours prendre en compte la spécificité des empires coloniaux. En me concentrant sur l'analyse des recensements réalisés de manière minutieuse et très régulière dans les territoires ultramarins, et ce, dès le début de l'expansion coloniale au XVIIIe siècle, je cherche à envisager sous un angle nouveau la construction de l'Empire, tant en pratique qu'en imagination. Alors, les années qui suivent la guerre de 7 ans apparaissent comme une période particulièrement intéressante pour mener cette étude. Alors qu'une importante historiographie s'est développée pour cette période concernant la cartographie, les historiens des savoirs statistiques s'y sont peu intéressés et associent le recours au recensement à la naissance d'États-nations pensés comme modernes ou bureaucratiques. Si en métropole, les recensements ne sont jamais appliqués de manière locale, ne sont appliqués que de manière locale, parcellaire ou irrégulière sous l'Ancien Régime, ils sont utilisés uniformément dans toutes les colonies et jouent un rôle particulièrement important dans le contrôle des territoires et des populations colonisées, puisqu'ils sont un des principaux leviers mobilisés pour réformer l'Empire après 1763. Donc le but de ma thèse, c'est aussi de questionner cette chronologie communément admise en soulignant le rôle déterminant de l'expérience coloniale dans le développement et le fonctionnement de la monarchie administrative au tournant du XVIIIe siècle, durant la période moderne de l'Ancien Régime et la période révolutionnaire. Alors pour rentrer dans le détail, en fait, j'essaye de comprendre 3 choses. Comment sont fabriqués les recensements des habitations au bureau des colonies à Versailles? Comment ils sont utilisés par l'administration qui les demande, c'est-à-dire le ministère de la Marine, mais aussi par une multitude d'acteurs localement dans les colonies, et ces acteurs ne faisant pas partie de l'administration coloniale finalement. Et enfin, j'essaye aussi de comprendre quels sont les usages et les effets de ces recensements dans les sociétés des îles concernées, mais aussi en métropole. Cette démarche en fait permet d'avoir plusieurs points d'observation sur un même phénomène, et alors qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'une simple opération administrative demandée par Versailles, l'analyse de ces recensements permet de mieux comprendre les relations intercoloniales qui existent et la façon dont chaque colonie, chaque île s'insère dans l'Empire et vient y négocier une place. Plus concrètement, je vais commencer par une citation qui en fait date du 5 septembre 1763, où le marquis de Fénelon, qui est le gouverneur, et le Mercier de la Rivière, qui est intendant de la Martinique, vont rendre une ordonnance qui prescrit la tenue du recensement annuel de la colonie et des territoires qui en dépendent. En préambule de l'ordonnance, ils affirment que, je cite, « L'intention où nous sommes de procurer à cette colonie les secours en tout genre qui pourront dépendre de nous, ne pouvant être pleinement remplis, qu'autant que nous serons parfaitement instruits de tout ce qui concerne l'état et la fortune de chaque habitant, il est indispensable que nous ayons sous les yeux un tableau exact et fidèle de leurs biens et possessions, tant en esclaves qu'en bestiaux, et, en production de leur culture, et des productions de leur culture. » Alors en fait, cette ordonnance, elle a lieu à un moment crucial, puisque les administrateurs rendent cette ordonnance donc, en décembre 1763. C'est au lendemain même de la guerre de 7 ans, et l'île de la Martinique a été occupée par les Britanniques pendant 17 mois. Et la couronne française vient surtout de perdre sa souveraineté sur la Nouvelle-France, qui était la plus grande colonie qu'on peut qualifier aujourd'hui de colonie de peuplement, même si le terme est anachronique. Et donc pendant les négociations du traité de paix, du traité de Paris, qui a eu lieu en février 1763, on a choisi de récupérer les îles, notamment la Martinique et la Guadeloupe, aux dépens de la Nouvelle-France, qui est cédée à la puissance britannique. Et alors à ce moment-là, on assiste à un véritable décentrement de l'Empire français. Lors des tractations, on opte pour ce qu'on va appeler donc le parti de l'échange, cet échange entre la Nouvelle-France et les îles. Et la Caraïbe devient dès lors, bien qu'elle ait occupé une place prépondérante dans la politique impériale française dès le XVIIe siècle, le centre névralgique de l'Empire.
Alors qu'avant avant la guerre, la politique coloniale et les projections impériales se déployaient principalement vers deux pôles, la Nouvelle-France d'une part et la Caraïbe d'autre part, l'Empire d'après 1763 se resserre autour des territoires insulaires, producteurs de marchandises coloniales onéreuses, tandis que le commerce colonial va connaître et connaît déjà en fait une hausse spectaculaire. Dans un tel contexte, la couronne va prendre différentes initiatives afin de contrôler davantage cet empire qu'on dit que le ministre de la Marine et les gens qui l'entourent, mais aussi l'opinion publique en fait, dit morcelé du fait d'une mauvaise gestion. La perte de la Nouvelle-France serait assimilée à une mauvaise gestion de la colonie qui aurait entraîné une guerre, etc., etc. Et un grand nombre des politiques de réforme qui vont naître dans les années qui suivent dès 1763 sont d'abord destinées aux colonies de la région caribéenne, et ce qui est le cas, donc on va le voir, pour l'objet qui m'intéresse, à savoir les recensements. Alors, l'injonction que formulent le Mercier de la Rivière et Fénelon n'a rien de neuf, puisque on retrouve des exigences similaires dès 1635, donc très tôt, avant même qu'en fait la colonisation soit effective sur les différentes îles et notamment en Martinique. Et ensuite, dès les années 1660, l'envoi annuel d'un recensement de population devient une exigence tacite entre les administrateurs locaux, gouverneurs et intendants en poste aux colonies et l'administration centrale qui rappelle et précise cependant régulièrement ses attentes au gré des réformes administratives ou fiscales. Pour la Guadeloupe, le document le plus ancien que j'ai retrouvé date de 1686, mais en réalité jusqu'en 1707, la pratique annuelle d'un recensement reste non appliquée et quand on va lever des chiffres, c'est soit pour des questions de fortification, c'est-à-dire savoir quel est le nombre de planteurs qui peuvent payer pour participer à l'édification de ces fortifications ou qui sont capables de donner à la corvée des esclaves qui leur appartiennent pour édifier ces fortifications, ou alors pour des questions de milice, donc vraiment des questions de défense. À partir de 1707, il y a une généralisation de l'utilisation du recensement en Guadeloupe et on l'applique, et il s'applique d'ailleurs comme dans toute la Caraïbe, et on a des recensements pour toutes les années, sauf entre 1719 et 1722, et entre 1734 et 1739. Et aussi pendant la période de la guerre de 7 ans, puisqu'en fait, j'y reviendrai, pendant les guerres, il est difficile de mobiliser des habitants pour se compter et pour faire du travail de papier, puisque les gens ont autre chose à faire, et notamment défendre la colonie, et que de toute façon, les bateaux ne traversent pas ou sont pris très régulièrement, donc il est difficile de faire parvenir des informations en métropole. Donc pendant les périodes de guerre, on a vraiment un arrêt de ces pratiques de recensement. Mais le reste du temps, la pratique est vraiment annuelle et régulière, en fait. Alors, je travaille sur un fonds, en fait, qui est conservé à Aix-en-Provence, qui est dans le dépôt des papiers publics des colonies, la sous-série G1, dans laquelle se trouvent tous ces recensements de la Guadeloupe et des autres colonies caribéennes. Alors, j'ai dit que toutes les années, il y avait des recensements. On n'a pas un tableau pour chaque année dans ce fonds-là. Mais par contre, si on regarde la correspondance entre les administrateurs, on se rend compte que ces recensements ont bien eu lieu, mais que le document n'a pas été conservé, en fait. Puisqu'on a des commentaires, par exemple, du ministre qui va commenter l'état de la colonie à partir du tableau envoyé. Alors, je vous ai mis un exemple d'un tableau de recensement qui est le produit fini envoyé à Versailles, tableau de recensement pour la Guadeloupe de l'année 1772. Alors, le recensement est d'autre part pratiqué annuellement dans toutes les colonies qui sont considérées par la couronne comme des lieux d'habitation pérennes pour ces sujets. Les comptoirs indiens et africains, par exemple, ne sont jamais recensés sous l'Ancien Régime et la pratique du recensement n'est donc pas exclusivement caribéenne puisqu'on retrouve des recensements similaires aux Mascareignes, par exemple. Les réformes concernant le recensement entreprises à partir de la guerre de 7 ans se font avant toute chose dans la Caraïbe pour ensuite être potentiellement appliquées sur d'autres territoires de l'Empire, aux Mascareignes par exemple. Donc les colonies caribéennes deviennent vraiment un modèle en termes d'administration coloniale et on va appliquer ensuite ce qui a fonctionné dans ces colonies-là aux Mascareignes. Alors, quelles sont ces réformes dont je parle? Il s'agit de profondes réformes du système de recensement qui vont en changer le sens, qui vont changer grandement le sens. D'une part, le processus de levée des chiffres est remanié. Auparavant, c'était les capitaines de milice qui étaient mis à profit pour
dans chaque quartier dont ils avaient la charge pour compter les gens à partir en fait des hommes qui servaient dans la milice. À partir de 1763, on va regrouper différentes opérations administratives au moment du dénombrement. Et donc les habitants qu'on a tout en haut vont fournir un seul et même feuillet de dénombrement qui va être récupéré par des capitaines de paroisse, qui est une fonction qui est créée en 1763, qui en fait, si on regarde qui sont les capitaines de paroisse en 1763, c'est exactement les mêmes personnes que les capitaines de milice, mais c'est une fonction nouvelle qui est une fonction pensée comme civile, tandis que la fonction de capitaine de milice reste en place, mais pour les questions militaires. Et donc ensuite, ces capitaines de paroisse vont compiler les différentes feuilles données par les habitants dans des cahiers nominatifs qui sont ensuite envoyés à l'administration que j'appellerais locale. Par exemple, si on prend l'exemple de Marie-Galante, on va avoir une administration à Marie-Galante qui va compiler ces cahiers, puis les envoyer en Guadeloupe pour faire un tableau, comme je vous ai montré ici. Et ensuite, ces tableaux transitent vers une administration coloniale centrale qui est la Martinique. Je reviendrai sur cette relation entre la Guadeloupe et la Martinique dans les recensements parce que c'est très intéressant. Et ensuite, on a l'envoi du tableau de recensement qui arrive au bureau des colonies. Le bureau des colonies en fait une analyse avec des brouillons qui circulent au ministère, dans les mains du ministre de la Marine, puis du Conseil du roi ou du roi, selon les cas. Et ensuite, en retour, on a des lettres qui commentent, écrites par le ministre et validées par le bureau des colonies, qui commentent ce recensement renvoyé vers l'administration aux colonies. Alors, en fait, le fait de centraliser ce recensement avec un seul feuillet de dénombrement par habitant va permettre d'utiliser le dénombrement, cet aveu de dénombrement, donc ce feuillet, pour différentes fins, que ce soit des questions de gestion de la voirie et de découpage du territoire, un compte-rendu de l'activité économique, le tableau général annuel de la colonie demandé par le roi, mais aussi l'élaboration de différentes assiettes fiscales, que ce soit la capitation au niveau de la colonie ou encore localement les droits curiaux ou la taxe qui permet de faire fonctionner la caisse des nègres justiciers ou encore un impôt sur les maisons et les loyers dans les villes. Donc un seul dénombrement va permettre l'administration d'un grand nombre de choses, notamment au niveau local, et le recensement annuel envoyé au bureau des colonies à Versailles ne devient que l'un des produits administratifs du dénombrement. Par exemple, une ordonnance du gouverneur Nolivos et de l'intendant Moissac, donc qui sont gouverneurs et intendants de la Guadeloupe, rendue le 16 novembre 1767, sur la question de la plantation des bois dans la Guadeloupe, utilise en fait les recensements pour vérifier que tous les habitants de l'île ont bien respecté la plantation des bois indiqués et ont bien un nombre de carreaux en fait, de bois debout plantés dans leur habitation. Et donc on utilise le recensement, le moment du recensement pour vérifier cette question. Et ça vient des administrateurs locaux qui vont utiliser cet outil imposé par le pouvoir royal pour administrer des questions locales, notamment donc, par exemple là, la question des bois. D'autre part, les sources locales, notamment les archives des conseils supérieurs, montrent, après 1763, une évolution sensible du processus de recensement du fait de son lien profond avec l'élaboration de l'assiette de la capitation et des impôts locaux. La capitation, c'est un impôt par tête qui porte principalement sur les esclaves et qui est payé donc, par les maîtres. Et finalement, si on regarde les textes, notamment ce que racontent mes deux administrateurs, Fénelon et Le Mercier de la Rivière, si on regarde les textes eux-mêmes, ils ne diffèrent pas beaucoup des textes enjoignant au recensement de la Nouvelle-France avant 1763. On a notamment l'envoi de cahiers et de formulaires préimprimés pour simplifier le processus de recensement. Mais les ordonnances dès les années 1770 vont montrer autre chose. Les ordonnances du gouverneur et de l'intendant de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Domingue laissent entrevoir très rapidement, après 1763, que les chiffres des recensements sont souvent faussés du fait de nombreuses fraudes, notamment sur les déclarations concernant le nombre d'esclaves. Puisqu'il y a un impôt qui porte dessus, évidemment, c'est sur ça qu'on fraude.
Alors, va s'en suivre la prise d'une batterie de mesures pour juguler ces fraudes qui, à mon avis, ne sont pas nouvelles ni plus intenses, mais deviennent cruciales puisqu'un seul document, un seul dénombrement va permettre plusieurs opérations administratives et surtout l'élaboration d'une multitude d'assiettes d'imposition. La capitation, mais aussi, je l'ai dit, les droits curiaux, etc., etc. Donc, le processus du recensement devient à ce moment-là de plus en plus normé et coercitif. Et l'administration va notamment menacer les planteurs de recouper les chiffres donnés avec ceux des registres paroissiaux. Donc on va voir s'il y a eu des naissances par exemple sur les plantations. Ceux des recensements de l'année précédente, comparer s'il y a une cinquantaine d'esclaves d'un coup qui disparaît, bon pourquoi. Et aussi les rôles de bateaux négriers qui permettent de savoir combien d'esclaves ont été achetés et sur quelle plantation. De même, les déclarations de recensement deviennent progressivement des données publiques, c'est-à-dire qu'on va voir une ordonnance, par exemple, du vicomte de Damas et de Devievigne, qui est datée du 20 février 1786, qui va enjoindre les capitaines de paroisse à afficher publiquement un tableau où seront inscrits le nom des habitants et, je cite, le nombre des nègres qu'ils auront déclarés. Et ce tableau où l'âge des esclaves sera fidèlement porté sera exposé dans la salle désignée pour l'assemblée de paroisse. Donc on a vraiment l'idée que c'est un événement local en fait et que c'est un événement qui s'autorégule au niveau de la paroisse. La même ordonnance rend obligatoire aux habitants le fait de se déplacer pour aller confirmer les déclarations préalablement établies par écrit et les oblige, chose exceptionnelle, à laisser pénétrer dans l'habitation tout agent du gouvernement à des fins de vérification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est souvent des chirurgiens qui sont dépêchés par l'administration pour vérifier que les esclaves qualifiés d'infirmes le sont bien. Et j'ai trouvé plusieurs cas où en fait on a des maîtres qui sciemment, avant le recensement, vont battre leurs esclaves pour les faire passer pour infirmes, ou alors les faire se déguiser pour là aussi les faire passer pour infirmes, puisque la capitation est réduite de moitié, voire de 2/3 sur les esclaves considérés comme infirmes. Les habitants condamnés pour fraude sur le recensement ont aussi publiquement leur nom affiché sur la porte de l'église, tandis que 2 voisins vont être mis à contribution pour chaque habitant pour prouver la véracité des chiffres déclarés. Et là, à mon sens, le recensement revêt un nouveau rôle. Certes, on compte encore et toujours les mêmes choses, c'est-à-dire des habitants, des moyens de production, des moyens de subsistance et des moyens de défense. Ça ne change pas. Si on regarde les recensements, par exemple, faits en Nouvelle-France dans les années 1670, c'est la même chose qu'on compte. Mais l'application de cet instrument de gouvernement sur des territoires où est pratiqué l'esclavage et où une capitation est prélevée change grandement son sens. Le moment du recensement devient celui de la délation et de la surveillance, puisqu'en fait, si on ne paye pas sa capitation, si on ne paye pas l'assiette de la capitation, ça repose sur les voisins de la paroisse autour, en fait. Et donc, ça devient un moment de délation et de surveillance, par nécessité de contrôle fiscal, certes, mais aussi, à mon avis, parce que ce recensement est l'un des rares leviers que l'État royal vient plus ou moins à imposer pour contrôler les planteurs et les plantations. Différents travaux récents dans l'historiographie montrent ô combien il est difficile pour l'État royal de s'imposer face à la souveraineté domestique des maîtres planteurs. La mise en place au niveau de la paroisse d'un même processus administratif n'est pas anodin. Il s'agit de contourner le morcellement de l'espace induit par la plantation et donc la liberté entre guillemets domestique des colons au sein de leur propre plantation ou de leur propre réseau de plantation pour fédérer un groupe au niveau paroissial, groupe qui va en fait s'auto-surveiller du fait de l'adjonction de la nécessité fiscale. Et cette question fiscale peut être même perçue comme une aide pour que le gouvernement central parvienne à ses fins, puisque si les textes punissent fermement la fraude, ils soulignent là aussi toujours la nécessité de fournir de bons chiffres, comme dans la citation d'introduction que je vous ai montrée, afin que l'impôt parvienne comme prévu dans les caisses de l'État et que l'administration puisse fonctionner correctement et lutter pour améliorer la productivité et la stabilité de la colonie. Qu'est-ce que j'entends par là? Les textes parlent de lutte contre le marronnage, donc la question de la police des esclaves, de la défense et du bon fonctionnement de la caisse des nègres justiciers. De même, donc, à partir des années 1770, la déclaration de recensement, donc j'en ai mis 2 exemples ici,
est toujours recopié et donné à l'habitant. Alors c'est des documents qu'on retrouve très difficilement parce qu'en fait ils ne sont valables qu'un an et donc ils sont jetés, je pense, très rapidement par les habitants. J'ai pu en retrouver quelques-uns dans des papiers en fait, de plantation à Pierrefitte et celui de droite en fait était une feuille de brouillon. Au dos il y a un brouillon d'une lettre. Donc c'est vraiment, on voit que ce n'est pas un document qui a une valeur après l'année du recensement. Donc toujours est-il que ces documents ont dû exister en grand nombre puisqu'ils sont donnés chaque année aux habitants. Et ça leur permet quoi? En fait, ça leur permet de justifier de leurs exemptions fiscales déjà, et surtout de la propriété d'un esclave parti en marronnage, puisque les esclaves qui partent en marronnage sont dénombrés comme esclaves marrons sur le document de dénombrement. Et par exemple, j'ai pu retrouver dans les petites annonces donc, qui sont dans les affiches américaines, donc des affiches américaines du 6 février 1771, la mention d'un esclave donc, parti en marronnage, et on voit qu'il est parti ayant sur lui le recensement de l'habitation Escaut de l'année dernière. Donc ça m'a interpellée, et en fait je me suis rendu compte, en retrouvant ensuite le procès, j'ai eu de la chance, qui a été fait à cet esclave pour marronnage, qu'en fait, il dit être parti avec le recensement de l'habitation sur laquelle il était pour se faire passer pour un libre de couleur travaillant sur l'habitation. Donc on voit que c'est pas seulement un processus administratif un peu opaque et qui est appliqué par les administrateurs, mais qu'il y a une réalité et que ces documents permettent quelque chose et que les esclaves partent même en marronnage avec pour essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre. On trouve aussi l'utilisation de recensements dans des procès, par exemple. Donc ça permet aux maîtres de se défendre ou de réclamer leur dû. Quand un esclave va être trouvé sans billet ou en marronnage, on va demander au maître de justifier donc, de l'achat de cet esclave, de la propriété de cet esclave, et le recensement va servir en fait. Et ne pas déclarer un esclave en marronnage est une faute et on va condamner les maîtres pour ça en fait. Donc ils ont tout intérêt à bien faire leur déclaration de recensement puisqu'elle leur permet aussi de récupérer leurs esclaves. Alors, un autre indice pointe dans le sens de cette hypothèse de l'utilisation des recensements par l'État royal pour contrôler les planteurs, c'est l'introduction par une ordonnance datée du 20 février 1786 d'une catégorie créole et à l'inverse européen qui vient subdiviser en fait la catégorie des blancs dans le recensement. Et cette injonction va être répétée systématiquement par la suite. Et à mon sens, cela montre la défiance grandissante du pouvoir royal à l'égard des planteurs, cette défiance, elle trouve en fait ses origines très tôt, dès la révolte du Gaulet, et elle s'accentue dans les années qui suivent la guerre de 7 ans, puisqu'on va dire que les colons martiniquais ont été prompts à capituler face aux Anglais, qu'ils se sont bien accommodés de l'occupation britannique qui leur a permis de commercer, etc., etc. Et à mesure qu'en fait les planteurs vont demander et revendiquer une reconnaissance de la part du pouvoir royal et notamment une représentation politique à Versailles, on va voir l'apparition donc de cette catégorie créole qui distingue donc C'est la première fois, alors qu'en fait, si on regarde, j'ai pas mis de zoom vraiment important, mais si on regarde en fait donc l'ensemble des 86, ouais. Si on regarde en fait en haut dans le tableau, on a donc la catégorie blanche, c'est la première, et on a donc les hommes qui sont comptés, les femmes, puis ensuite les garçons pouvant porter armes, les filles à marier, les petits garçons et les petites filles. Mais cette catégorie n'est pas ramifiée, alors qu'à mesure que le temps passe, on va créer une catégorie libre de couleur dans les années 1720-30 sur les recensements pour insérer en fait cette population et la dénombrer à part en fait. Donc c'est vraiment tardif et c'est la première fois qu'on subdivise cette colonne blanc. Alors malgré tout ce que je viens de dire, jamais les colons ne s'élèvent contre qu'on pourrait penser être une intrusion de l'État finalement dans la plantation. D'une part car le processus de recensement permet la gestion locale de certaines problématiques et le maintien du système esclavagiste, et la répartition d'un impôt juste ou encore une meilleure police des esclaves, mais aussi parce que le recensement revêt une forte teneur performative. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Donc les réformes du processus de recensement menées dès les lendemains de la guerre de 7 ans vont transformer l'usage du recensement pour en faire un outil
efficace du gouvernement de l'Empire dans le contexte particulier de la Caraïbe et du système de plantation. Et à long terme, en fait, le recensement va être appliqué sur les seuls territoires ayant, aux yeux de la métropole, le statut de colonie. Je l'ai déjà dit. Ainsi, les recensements sur la période que j'étudie ne semblent concerner que les territoires de l'Empire pleinement intégrés au système de plantation, que ce soit aux Antilles ou aux Mascareignes. Le Sénégal, même s'il est le point de départ de la traite négrière et donc en fait une des pierres angulaires de ce système de plantation, n'est pas recensé, certainement parce que la population installée de manière fixe est très peu nombreuse, voire quasi inexistante, et surtout qu'en fait le Sénégal n'appartient pas à la couronne. La couronne va payer chaque année un impôt, en fait, alors ça reste totalement fictif, en fait ils sont là et ils ne demandent pas trop l'avis des royaumes côtiers, mais enfin il y a un impôt qui est payé, donc c'est pas le même type de territoire que les colonies. On trouve en outre en supplément des recensements et des listes de toutes sortes de catégories de population. Ça vient là aussi confirmer cette hypothèse de la teneur performative du recensement. Et être recensé va signifier dès lors son appartenance à la société coloniale et son rang au sein de celle-ci. On va lister à part les individus qui tentent de sortir du système de plantation. Donc on a des listes d'esclaves en marronnage qui sont dressées au même moment que le recensement, ou des listes aussi de gens qui ne sont pas pleinement intégrés à la société coloniale, comme par exemple des rôles de soldats non installés, c'est-à-dire qui ne possèdent pas une maison ou qui ne sont pas mariés dans la colonie, voire des listes de sujets indésirables, qu'on appelle sujets sans aveu ou mauvais sujets, qui peuvent être alors soit des gens qu'on a envoyés de la métropole en fait, comme prisonniers, ou alors tout simplement des sujets qui circulent entre les différents empires dans la Caraïbe et qui posent des problèmes à toutes les puissances en place. Et pour moi, la forme caractéristique que prennent les recensements envoyés en métropole est révélatrice. C'est-à-dire que même si on utilise et on généralise l'utilisation de l'imprimerie pour les cahiers de recensement, etc., le produit final envoyé à Versailles ne change pas. C'est toujours, c'est pas une liasse qui regroupe plusieurs feuillets, c'est une seule et même feuille de très grande taille qui va permettre au lecteur d'embrasser d'un regard la totalité de la colonie concernée. Donc, je vous ai montré un tableau de 1772 tout à l'heure. Ça, c'est un recensement de la Guadeloupe en 1784 et voilà celui de 1790. Donc, il n'y a clairement pas beaucoup de changements. Les sujets et les territoires indésirables sont exclus de ce tableau et ceux qui sont inclus vont être méticuleusement ordonnés selon leur rang, leur richesse, leur sexe et leur race. Donc, la dernière catégorie de population, c'est la petite fille esclave. Voilà. D'où peut-être en fait ce que disaient Fénelon et Lemercier de fournir un tableau pour voir. On a vraiment l'idée aussi de cartographie en chiffres dans ces tableaux. Et alors que l'Empire n'est pas formellement théorisé comme dans le cas anglais, le recensement joue en fait le double rôle d'outil administratif efficient et de représentation ostentatoire et symbolique de la souveraineté impériale et du projet colonial. Malgré l'introduction et donc l'utilisation de l'imprimerie, cela ne va pas changer. Et de même, la matérialité en fait, des feuillets de dénombrement individuels n'évolue pas, c'est-à-dire qu'on a un feuillet, donc un 4 pages en fait. Donc sur la première page, on a le foyer, le foyer donc avec souvent le maître de foyer, sa femme, ses enfants s'il en a. Là en fait, c'est le dénombrement du procureur du roi à Saint-Domingue, donc il est tout seul. Et ensuite, à l'intérieur, les esclaves. Mais on ne met pas les esclaves ni les livres de couleur sur la même page. Donc il y a vraiment aussi une ségrégation dans le document administratif en lui-même. Donc ensuite, ces réformes qui sont, dont je viens de parler, et l'utilisation par exemple de ce feuillet qui est caractéristique, ces réformes-là correspondent à une véritable remise en ordre et une rationalisation de la politique et de l'administration impériale. L'exemple le plus flagrant de ce cas, ça peut être l'ordonnance du 31 juillet 1763, qui vise en fait à établir un service de courrier par bateau pour desservir en fait régulièrement l'ensemble des colonies de la Caraïbe à un rythme fixe et régulier. Donc il n'y a pas seulement le recensement qui s'intègre dans cette remise en ordre de l'Empire, il y a plein d'autres choses qui vont, notamment le service de poste. Et il va être notable en fait que dans la façon dont s'adresse le pouvoir royal aux colonies, en dehors des arrêts concernant l'imposition qui se font île par île, la plupart des actes qui émanent du pouvoir souverain après 1763
ça s'adresse désormais à l'ensemble des colonies, sans faire la distinction comme auparavant entre les îles du vent et les îles sous le vent, ou encore la terre ferme, donc la Guyane. Le processus des recensements est quant à lui uniformisé dans l'ensemble de la Caraïbe. Par exemple, lorsque Tobago revient dans le giron de la couronne française en 1781, le ministre va demander dans une lettre au commissaire ordonnateur de l'île que soient utilisés, je cite, « des modèles de tableaux de recensement et d'état de commerce semblables à ceux dont on fait usage dans les autres colonies afin qu'il règne dans cette part une uniformité telle qu'on puisse connaître ici d'un coup d'œil les forces et les ressources de toutes ces positions ». Donc cette uniformisation des processus d'administration impériaux dans la Caraïbe est révélatrice et la région est pensée comme un tout homogène qui peut et doit être régi par les mêmes règles. Alors, cette apparente uniformisation ne doit pas pour autant masquer en fait, la complexité de l'imbrication des territoires caribéens dans l'Empire et la façon dont le recensement est mené, la levée et la remontée des chiffres sont autant d'étapes qui en fait laissent à voir les mécanismes internes de l'administration impériale. Après les réformes de la guerre de 7 ans, les données sont collectées à partir d'un seul et même feuillet, je l'ai déjà dit plusieurs fois, puis la remontée des chiffres se fait selon un processus précis qui va employer les capitaines de paroisse qui communiquent leurs cahiers à l'intendant ou au représentant de l'intendant de la colonie, qui lui-même fait des tableaux récapitulatifs, qui les envoie à l'administration centrale et coloniale, le tout étant centralisé en Martinique en fait. Et la Guyane envoie aussi ses chiffres en Martinique. Et donc les dénombrements sont faits aussi sur le même calendrier dans toute la Caraïbe. Généralement, les 4 premiers dimanches de l'année, on va demander aux habitants de donner leur dénombrement et de les faire vérifier, etc. Et le tableau final est envoyé en avril, fin avril le plus souvent. Pourtant, comme je vous l'ai montré, on a en fait des tableaux de la Guadeloupe qui ne sont pas intégrés dans un tableau général de toutes les îles françaises de l'Amérique et qui sont expédiés soit en même temps directement au ministère de la Marine, soit envoyés que au ministère de la Marine, soit envoyés à la fois en Martinique et au ministère de la Marine. Et en fait, ça, c'est très intéressant parce que ça montre que la Guadeloupe continue de ne pas vouloir, enfin, les administrateurs de la Guadeloupe refusent en fait d'être rattachés au gouvernement administratif de la Martinique et essayent, notamment par le biais du recensement, de négocier et d'affirmer l'existence de la colonie à part entière. Et c'est très intéressant puisque le tableau de la Guadeloupe, en fait, va compiler finalement les chiffres de Marie-Galante, de la Désirade et des Saintes, et l'argument va être de dire qu'en fait il n'y a aucun intérêt à envoyer ensuite les chiffres à la Martinique puisque la Guadeloupe est déjà un archipel qui compile des chiffres fabriqués dans différentes colonies. Donc on a cet envoi direct sans passer par la Martinique et alors selon les périodes et selon les liens qui entre l'administration de la Martinique et celui de la Guadeloupe, on a ou non un envoi en Martinique pour faire le tableau final. Et donc on a des années où en fait la Guadeloupe n'est pas mentionnée dans les différentes rubriques du recensement final qui est celui des îles de l'Amérique française où figure, donc je l'ai déjà dit, la Guyane. Alors, ce n'est pas anecdotique parce qu'en fait, cette formalisation du processus de recensement dévoile les tensions internes à l'Empire dans la Caraïbe. Et la même chose va se passer en 1781, puisqu'en fait, le ministre de la Marine va taper sur les doigts à Lemort, qui est le commissaire ordonnateur de la Grenade, qui avait envoyé auparavant le recensement de l'île directement au ministre. Et il lui demande explicitement, je cite, que le gouvernement civil de la Grenade soit rattaché et subordonné à celui de la Martinique, comme cela avait été fait pour Saint-Vincent. L'injonction va être répétée les 2 années suivantes et l'envoi de correspondances et des tableaux de recensement directement au ministre est perçu comme une insubordination de l'île de la part des commissaires ordonnateurs de la Guyane qui refusent en fait la mise sous tutelle administrative sous la tutelle martiniquaise. Et il est intéressant de voir aussi que Saint-Domingue fournit ces chiffres à la Martinique. Donc ce n'est pas parce que c'est la colonie qui est censée être la plus florissante et la perle des îles. En fait, c'est une colonie qui est un peu considérée comme mauvais élève du point de vue administratif, notamment parce qu'il y a un énorme conflit sur la fusion des conseils supérieurs à Saint-Domingue. Et donc la Martinique fait vraiment figure de centre administratif et de bon élève d'un point de vue administratif pour la couronne.
La remontée des chiffres, leur récolte et leur centralisation dans des points élevés en centre administratif de la Caraïbe va dessiner donc une autre carte de la Caraïbe vue au prisme de l'Empire et de la priorisation de certains territoires. Donc la Martinique supplante Saint-Domingue et en temps de paix seulement, elle envoie ses chiffres à la Martinique. Les chiffres de la Guyane sont eux aussi envoyés en Martinique, ce qui pose plein de problèmes parce que la liaison Guyane-Martinique en bateau n'est pas très aisée. Et ajouté au tableau envoyé au bureau des colonies, ce qui réaffirme encore l'existence d'un tout. En fait, c'est dommage que l'historiographie exclue souvent la Guyane, puisqu'en fait, du point de vue administratif, c'est pensé comme un tout, en fait, cette Caraïbe. L'analyse des pratiques impériales françaises dans la Caraïbe, ici celle du recensement, est ainsi révélatrice de l'imaginaire, du discours et des volontés du pouvoir royal dans la région. Et cette pratique étendue à toutes les colonies caribéennes produit une uniformisation administrative tout en hiérarchisant les territoires et en accordant une primauté pour les affaires du gouvernement civil à l'île de la Martinique. L'Empire, pourtant resserré sur la Caraïbe après la guerre de 7 ans, se réinvente dans cet espace en réformant profondément un outil utilisé de très longue date pour en faire un instrument efficace du gouvernement dans le système de plantation. Et plus encore, de manière symptomatique, les administrateurs de la Martinique, par exemple, vont se hâter de faire un recensement de la Martinique une fois l'île rendue par l'occupant britannique en 1763. Et ça, ce n'est pas un cas isolé, et ça se retrouve systématiquement après une occupation ou une prise d'une colonie durant un conflit. Recenser, donc ça devient aussi proposer en creux une carte en chiffres des souverainetés dans la région, dire en filigrane quel territoire est l'Empire et ce qui est et fait l'Empire finalement. Et cette pratique, elle est d'ailleurs enviée par les administrateurs des empires rivaux, notamment les Britanniques. On peut le voir sous la plume d'Édouard Long ou d'autres voyageurs et chroniqueurs, qui utilisent le terme de recensement en français dans le texte pour parler de cette pratique-là. Ils ne disent pas census, qui est le terme anglais pour désigner les recensements, mais ils disent recensement pour désigner ce mode de dénombrement qui est annuel et profond de sens pour légitimer l'appartenance des territoires et des populations de l'Empire. Et là où le cas de la Guadeloupe est vraiment symptomatique, c'est que la Guadeloupe est le seul territoire qui va être recensé pendant la période révolutionnaire. On n'a plus de recensement pour toutes les autres îles, sauf pour la Guadeloupe, qui est recensée après la première abolition de l'esclavage. Alors, c'est un formidable document, puisqu'on a conservé l'ensemble des cahiers nominatifs, donc pour toutes les communes et toutes les paroisses, non, toutes les communes plutôt, de la Guadeloupe. Donc on a les cahiers nominatifs et la population, au lieu d'être rangée entre blancs, libres de couleur et esclaves, va être rangée selon un système tricolore en fait, de blanc, rouge et noir, rouge étant la catégorie attribuée aux anciens libres de couleur en fait. Libres de couleur. Et donc ce recensement est révélateur, puisqu'en fait si on n'a pas d'autres recensements pendant la période révolutionnaire et pendant les troubles révolutionnaires, mais celui-là est fait de manière minutieuse et partout en Guadeloupe, et il est vraiment un moyen d'affirmation, en tout cas symbolique, utopique, de cette abolition de l'esclavage. Et en 1802, lorsque l'esclavage est rétabli, évidemment on refait un recensement. Et pour conclure, je voudrais dire que en fait, on n'a plus les recensements du 19e siècle, mais en fait, mes recherches tendent à montrer que ce système se perpétue jusqu'à l'abolition de l'esclavage, malgré le fait que le recensement métropolitain soit mis en place sous Napoléon et qu'on ait un recensement tous les 5 ans de la population métropolitaine. On va continuer à recenser les populations coloniales de cette façon-là. Alors pour les Antilles qui vont être appelées vieilles colonies en fait, et c'est lié très fortement à la pratique et au maintien de l'esclavage en fait, et de la capitation sur les esclaves. Et donc dans les années, à partir des années 1825-1830, on retrouve en fait cette pratique du recensement, qui est en fait une pratique d'Ancien Régime qui est perpétuée très tardivement, donc jusqu'à l'abolition ou presque. Voilà. Merci beaucoup.